Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. À la une de l'actualité de ce samedi 17 septembre 2022, la mauvaise politique de gouvernance du pays par le régime CNDD-FDD est à l'origine de la détérioration de la qualité de l'enseignement au Burundi. C'est du moins la réaction de certains professeurs d'université que vous allez écouter au cours de cette édition. À la une également, le personnel de la société sucrière d'Omosso s'insurge contre les magouilles observées dans l'attribution des maisons à certains employés de cette entreprise. Enfin, nous irons en Tanzanie pour parler des plaidoiries de certaines personnalités par rapport au mauvais traitement dont sont victimes les réfugiés burundais dans différents camps de ce pays. Voilà pour le sommaire. Ouvrons la page droits de l'homme et pour commencer, le Burundi devrait œuvrer en faveur de l'état de droit et de la lutte contre l'impunité des violations et abus commis depuis 2015. C'est du moins ce qu'a déclaré le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi lors de la publication de son premier rapport dans la 51e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies depuis le début de son mandat. Fortune Gaïta Zongo a précisé que le Burundi doit s'engager dans un processus de démocratisation crédible et inclusif. Le détail avec Eric Nyonzima. Lors de la publication du premier rapport au Conseil des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi, le rapporteur spécial de l'ONU pour le Burundi a indiqué qu'il s'observe toujours une impunité sélective quant à la poursuite des auteurs présumés de violations graves. Ce rapporteur fait savoir que quelques cas de plaintes déposées à la poursuite de violations graves ont rarement débouché sur l'ouverture d'enquêtes impartiales et encore plus rarement sur la poursuite et la condamnation des auteurs. Et cela constitue selon ce rapporteur une violation du droit à un recours effectif. En ce qui concerne les restrictions observées dans l'espace civique, dans ce rapport Zongo révèle que les partis politiques de l'opposition et les syndicats peuvent difficilement se réunir. Une telle situation se fait remarquer également au sein des organisations des droits de l'homme qui travaillent dans un climat de peur panique et les organisations non gouvernementales étrangères et la presse sont limitées dans leurs activités par les nouvelles lois les régissant qui renforcent le contrôle de ces derniers par le gouvernement. Ce rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme pour le Burundi dans ce rapport révèle aussi que malgré que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, jouit du statut A, recommande aux autorités burundaises de garantir son indépendance formelle et matérielle et de la donner de moyens nécessaires pour pouvoir s'acquitter de sa mission. Devant le Conseil des Nations Unies, le rapporteur spécial de la situation des droits de l'homme au Burundi indique qu'il est crucial et urgent d'engager des réformes et un processus de démocratisation crédible et inclusive au Burundi. Il souligne ici que le gouvernement doit s'engager plus efficacement en faveur de l'état de droit et de lutter contre l'impunité des violations et abus commis depuis 2015. Il recommande ici l'adoption par le gouvernement du Burundi des mesures prioritaires afin de faire cesser des violations des droits de l'homme et de réparer des préjudices subis et de préconiser une mise en œuvre des recommandations des organes, des traités, des procédures spéciales et de la commission d'enquête sur le Burundi. Eu égard au nombre d'affaires en instance devant le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et aux nombreux rapports sur les disparitions forcées, le rapporteur spécial a recommandé au Burundi de ratifier la Convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions forcées. Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi a réitéré sa disponibilité à coopérer et à consolider les efforts pleinement en matière de protection des droits de l'homme avec le gouvernement et d'identifier des solutions face aux défis que rencontre le pays. Il a réitéré sa demande à visiter le Burundi et à interagir avec les autorités et les institutions compétentes. Merci à toi, Eric Nyonzima. Toujours à ce chapitre, les avocats des actionnaires majoritaires et ceux du groupe des actionnaires divers au sein de Kiraosto ont adressé une correspondance aux partenaires et banques qui collaborent avec le dit hôpital pour leur demander l'arrêt de toute collaboration avec l'équipe aux commandes actuellement. Ce qui n'a pas du tout pris à la direction générale à l'intérim du hôpital qui a plutôt demandé à leurs partenaires de ne pas prêter attention aux dires de ses actionnaires qualifiés d'usurpateurs.
Eloge Duvele-Mecha nous en dit plus. Dans sa correspondance adressée ce vendredi aux partenaires de l'hôpital Kira, y compris les banques, le docteur Sylvain Pierre Nzeimana, directeur général ad intérim de cet hôpital, indique que l'objet était de démentir le contenu d'une lettre adressée à ses partenaires en date du 15 septembre 2022, rédigée par les avocats des actionnaires, totalisant 65% du capital social au sein d'Okira Hospital, à savoir SwissMed International, qui est l'actionnaire majoritaire, et les actionnaires divers. Cette lettre informait les partenaires de l'hôpital Kira qu'une nouvelle équipe dirigeante a été votée par la majorité des actionnaires et leur demandait ainsi de ne plus collaborer avec ceux qui assurent l'intérimant actuellement. Ces avocats avaient par la suite informé les partenaires d'Okira que les participants à l'assemblée ordinaire tenue le 8 septembre ont voté majoritairement les anciens responsables d'Okira pour qu'ils soient réhabilités dans leur poste. Du côté des responsables intérimaires de l'hôpital Kira, la direction générale AI du dit hôpital a fait savoir aux partenaires que les anciens responsables récemment réhabilités dans leurs fonctions par l'assemblée ordinaire de crise du 8 septembre 2022 l'ont été en violation de la loi car démissionnaires. Ici, la direction générale AI d'Okira Hospital faisait allusion au docteur Christophe Sahabo et Jean-David Pilot qui furent respectivement directeur général et président du conseil d'administration. Pour rappel, le motif donné par les actionnaires au cours de l'assemblée ordinaire de crise était que ces deux anciens responsables d'Okira ont été réhabilités parce qu'il s'est avéré qu'ils ont démissionné sous menace. Merci à toi, Eloge Duvele-Mecha. Au chapitre éducation, la qualité de l'enseignement universitaire a été détériorée par la mauvaise politique de gouvernance du pays. C'est le professeur Charles Nitigé, psychopédagogue et enseignant à l'université. Le pouvoir CNDD-FDD a priorisé l'augmentation des effectifs des enfants fréquentant l'école en général et l'université au détriment de la qualité de l'enseignement. Professeur Nitigé déplore qu'à l'université, la politique s'immisce trop dans l'éducation. Suivez plutôt Charles Nitigé. C'était au cours de l'émission Ijambo Nigwawe de ce vendredi. Icyo novuga noherako ni uko habuze ugushaka kwa leta kuko byose ni leta. Hariho umuntu yavuze ati ugomba gushira. Ce que je place avant tout, c'est le manque de volonté politique. Tout repose sur ça. Quelqu'un a dit que si l'on désire détruire un pays, on détruit son système éducatif. L'avenir devient sombre, le peuple esclave. Pour avoir une bonne qualité des diplômés universitaires, il faut d'abord qu'à l'entrée, ces enfants soient bien formés, ce qui n'est plus le cas. Autre chose, la politique prime à l'université. Ils ne priorisent plus le savoir. Même les enseignants sont actuellement recrutés par clientélisme pour des satisfactions politiques. Les anciens professeurs ayant pris la retraite, ceux qui sont recrutés n'ont pas des fois les compétences requises. Certains, parmi ceux qui sont partis continuer leurs études à l'étranger ne sont pas rentrés pour des raisons sécuritaires ou parce qu'ils ne sont pas satisfaits par les conditions de travail au Burundi. Ce sont les quelques éléments que je trouve à l'origine de cette détérioration de la qualité de l'enseignement universitaire au Burundi. La politique devrait être séparée de la science pour l'intérêt du pays, complète le professeur Évariste Ngaïmenda, recteur de l'Université du lac Tanganyika. Le clientélisme politique handicape beaucoup la formation universitaire et la recherche scientifique. Ne pas redresser cette situation revient à scier l'arbre sur laquelle on est assis, alerte universitaire. Suivez plutôt professeur Ngaïmenda, c'était également au cours de l'émission Ijambo Nigwawe. Ibintu by'ubushakashatsi mu Burundi bitagiye biratezwa imbere cyane kubera iki? Kubera aha mu Burundi umuntu yama afite ijambo rya nyuma muri byose umutware umukuru w'umutumba, chef de zone, La recherche ici au Burundi n'a pas été développée. Pourquoi? Parce qu'ici au Burundi, le dernier mot a toujours l'administratif, le chef de zone, l'administrateur, le gouverneur, le ministre. Actuellement, partout au monde, les décisions prises dans différents secteurs se basent sur les recherches scientifiques. Si les décisions politiques commencent à être inspirées par les études scientifiques, les chercheurs retrouvent leur place et rôle et ces derniers s'activent dans leurs recherches. Ici chez nous, dans peu de secteurs, des études sont faites et bien faites, au point que si elles étaient suivies, certains problèmes pourraient être facilement résolus. Mais
comme je l'ai dit, le dernier mot revient à l'autorité politique. Les scientifiques ne sont pas considérés, c'est là où je trouve le grand défi. Si cela change, tout changerait aussi. Aucun pays n'a été développé par le clientélisme. Si l'on souhaite voir le Burundi développé, l'on devrait changer. Oui, les partis politiques sont faits par leurs militants, mais les remercier, ce n'est pas les placer dans des fonctions qu'ils ne méritent pas, car ça détruit le pays. Ce n'est même pas bénéfique pour ces militants, car ils ne sauront pas se développer honnêtement grâce à un travail bien abattu. nta gihugu na kimwe nzi cyateye imbere gikorera ku kamwana wa mama gikorera ku bingozi. C'était professeur Évariste Ngayimpenda. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. Le personnel de la société sucrière d'Omosto s'insurge contre les magouilles observées dans l'attribution des maisons à certains employés de cette entreprise. L'exemple en date est celui d'un travailleur du service de production qui figure sur la liste des bénéficiaires alors qu'il ne remplissait pas les conditions. Le directeur des ressources humaines dans cette entreprise est pointé du doigt. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Sylvain Hadjayandi, agent du service de production de sucre à la Sosimo, est accusé d'avoir obtenu son diplôme de manière frauduleuse pour parvenir à figurer sur la liste des bénéficiaires des maisons attribuées à certains travailleurs. Le nom de ce militant du parti CNDD-FDD a impressionné les autres travailleurs. Le nommé Sylvain Hadjayandi serait aidé par son chef direct dans ses magouilles. Un des employés de la Sosimo témoigne. En tant que travailleur de la Sosimo, nous sommes surpris par le nommé Sylvain Hadjayandi, qui est affiché parmi les bénéficiaires des maisons pour la catégorie 4 des diplômes A2. C'est dommage et nous nous demandons celui qui a fait cela. Pour obtenir ce diplôme illégalement, le prénommé Sylvain a été aidé par Jean-Pierre Calolero, son chef direct dans le service de production du sucre. Nous sommes beaucoup attristés par le fait qu'il s'est déguisé en conducteur alors qu'il ne sait même pas comment démarrer une machine. Ces employés de la société sucrière de Mosso demandent aux responsables de cette entreprise de suivre de près cette question dans la mesure où le chef de service de production de sucre n'est pas le seul à être pointé du doigt dans cette affaire. Calolero est le premier dans la facilitation de cette fraude et il faut vérifier s'il n'aurait pas d'autres cas car celui-ci a été identifié parce qu'il sollicitait une maison. Il fait toutes ces tricheries en collaboration avec le directeur des ressources humaines en la personne de Rose Karenzo. Il en est au courant car ce n'est pas normal de donner un diplôme à quelqu'un alors qu'il ne le méritait pas. Il peut l'avoir amené et le déposer alors qu'il a été fraudé. Il faut alors vérifier la façon dont il a obtenu car nous le connaissons assez depuis son enfance. C'est vraiment inadmissible et c'est de la honte pour le pays et pour tous les employés. Ce que nous demandons à la direction de la Susumo, c'est de travailler sur ce cas, de couper court avec ce comportement, mais aussi de punir les coupables. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Marie-Rose Karenzo, directeur des ressources humaines au sein de la Sosimo, encore moins Aloïse Ndaïkengurukié, administrateur et directeur général de cette entreprise, pour recueillir leurs réactions. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Domoso à Rutana, Kapesir et Bujumbura, où une période de près de 2 mois vient de s'écouler sans que plusieurs quartiers de la zone Kanyosha soient approvisionnés en eau potable. Les habitants de cette zone demandent aux administratifs et à la régie des eaux de songer à trouver une solution adéquate à ce problème de manque d'eau qui affecte les travaux dans les ménages. Plus de détails avec Elvis Nyomungé. Les quartiers les plus menacés par ce manque d'eau potable en zone Kanyosha sont les quartiers d'Issio Musama, Kajiji et Soro. Les habitants de cette zone faut savoir que de temps en temps, la régie des eaux est approvisionnée en eau potable dans un laps de temps tard dans la nuit. Mais notre ressource indique qu'actuellement, ça fait déjà une période de près de 2 mois qu'ils ne sont pas servis en eau potable. Actuellement, même à 2 heures du matin, l'eau ne coule plus. Ça fait déjà une période d'un mois qu'on passe des nuits blanches à attendre que l'eau coule, mais en vain. Même lorsqu'elle vient, elle ne dure que 5 ou 10 minutes. Nous vivons une période très difficile. Petit à petit, les gens commencent à s'habituer d'utiliser les eaux très sales de ces rivières pleines de déchets
de toutes sortes. Je ne trouve pas de mots pour le dire. Je pense que la régie des eaux aurait viré ses employés. Et s'ils travaillent encore, je pense qu'ils seraient en conflit avec les patrons. On ne parvient pas à croire que nous avons des lacs et sources d'eau dans les montagnes. Ces habitants de la zone Kanyosha disent ne pas comprendre comment la régie des eaux peut signifier qu'elle essaie de résoudre le problème de la pénurie des carburants alors que sa mission première de distribution d'eau potable n'est pas bien assurée. Il demande aux administratifs et à la régie des eaux de trouver solution à ce problème de manque d'eau dans les zones. La situation de la zone Kanyosha est à la fois terrifiante et honteuse. Comment un quartier de la mairie de Bujumbura peut passer près de 2 mois sans eau potable et que rien ne soit fait? On dirait que les administratifs ne songent pas à ce problème. Et pourtant, la population souffre. C'est très grave. Les élèves vont à l'école sans se laver, sans même manger à cause de son manque d'eau. L'on ne sait pas comment on va vivre. On a confié la mission de la vente du carburant à la régie des eaux, mais on se demande comment elle sera à mesure de le faire, alors que la question de la distribution de l'eau lui est très compliquée et celle de l'électricité, on n'en parle plus. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la régie des eaux. Merci à toi aussi, Elvis Diomungere. Au chapitre de nouvelles des réfugiés, le gouvernement tanzanien et ses citoyens devraient couper court avec les menaces, abus et exactions perpétrées contre les réfugiés burundais dans la mesure où ils ne savent pas les lendemain, surtout que le monde reste changeant. Propos de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Il réagit par rapport au mauvais traitement envers les réfugiés burundais dans différents camps en Tanzanie, dans l'objectif de les rapatrier de force. Suivez plutôt Frédéric Bamvuginyumvira. En réalité, j'ai essayé de suivre l'évolution de la situation dans les camps de réfugiés burundais en Tanzanie, et spécialement en Nduta, où nous apprenons qu'il y a des comportements qui doivent être quand même décriés. Premier comportement, les policiers ont intimé l'ordre aux réfugiés de déraciner les bananes complètement, pour que demain, les gens ne puissent pas dire, voilà, on peut aussi prétendre à avoir des rejetons des bananes. Deuxième élément, c'est qu'ils ont été obligés d'enlever les plaques solaires sur leur maison. Troisième élément, il est envisagé un recensement de tout ce que les réfugiés possèdent. Si par exemple tu as une radio ou que tu as une machine à coudre, eh bien tu dois montrer la facture de cet objet-là. Si tu ne montres pas la facture, eh bien tu es taxé comme voleur et puis tu te vois retirer la carte de réfugié. Que déjà les premières équipes ont été forcées à rentrer au Burundi. Il est dit que aujourd'hui, quand les policiers viennent observer comment tu fais la cuisine et qu'ils constatent que tu as des braises à acheter quelque part, on doit te poser la question, où est-ce que tu as trouvé ce charbon? Autrement dit, il va y avoir très peu de Burundais qui vont pouvoir ne pas être pris dans ce cas ou dans celui-là pour être forcés à rentrer. Ce qui est dommage, c'est que cela se fait juste après quelques 2 semaines que le premier responsable du HCR a visité la Tanzanie, a visité les camps des réfugiés burundais. Et ce dernier avait eu l'occasion d'exprimer les problèmes qu'il rencontre dans ces camps et son responsable avait promis d'apporter certaines solutions. Mais au lieu d'avoir des solutions, ils ont plutôt des problèmes, des menaces. Alors maintenant, je demande à l'État tanzanien de prendre conscience d'une chose. On ne se fait pas réfugié. On est réfugié parce que les conditions politiques dans son pays d'origine ne permettent pas de vivre dans son propre pays. Et puis, être réfugié, eh bien, ce n'est pas une propriété privée dans certains pays. Personne ne pouvait penser qu'aujourd'hui, les Ukrainiens allaient voir leur pays détruit et allaient se retrouver dans tous les pays du monde. Donc, même la Tanzanie peut avoir des problèmes et être forcée à se réfugier dans des pays limitrophes. Je crois qu'ils ne doivent pas se considérer comme des maîtres de l'histoire, des maîtres de la nature, parce que les choses changent. C'était Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Après cette petite transition,
C'est le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui va se pencher sur la problématique liée à l'insuffisance de la ration alimentaire sur certains établissements scolaires à régime d'internat au Burundi au cours de cette nouvelle année scolaire. Au cœur de la société vous est présenté par Jean-Marie Ndabashinze. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Quelques jours après la rentrée scolaire de l'année 2022-2023, certaines écoles à régime d'internat se trouvant dans différentes provinces du pays font face à pas mal de défis, entre autres la ration insuffisante. Les responsables de ces établissements disent qu'ils ne sont pas satisfaits malgré l'augmentation des subsides accordés aux établissements à régime d'internat par le gouvernement. Que propose le ministère de l'Éducation sur cette question? Ces propositions sont-elles efficaces et durables? Les réponses dans ce mini-magazine de ce samedi 17 septembre 2022 à la présentation Jean-Marie Ndabashinze. Bienvenue. La flambée des prix des denrées alimentaires consécutives au déficit alimentaire handicape fortement le fonctionnement de ces écoles à régime d'internat, comme l'a indiqué à la télévision nationale Père Zefereng Ndakumana, directeur du lycée Nyabihanga. Le problème qui nous hante au démarrage de l'année scolaire, c'est un problème commun avec les autres. C'est en fait lié à la montée des prix. C'est une montée observée depuis l'année passée au 3e trimestre. Ces difficultés qu'évoquent les responsables des établissements à régime d'internat ne sont pas compris au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, conseille plutôt à ses responsables d'exploiter les champs des écoles afin de faire face à cette problématique. C'est triste de voir certains directeurs se lamenter en permanence que les moyens financiers pour nourrir les élèves sont insuffisants alors qu'aux alentours des écoles, il y a plein de champs qui peuvent produire des vivres. Nous voudrions demander encore une fois à tous les directeurs des écoles d'utiliser les terrains appartenant à ces écoles pour augmenter la production agricole. Cette production pouvant également développer ces établissements, surtout les écoles qui ont des cantines et ceux à régime d'internat. Jean Bosco Guigemera, vice-président de la coalition des opposants politiques Sephora Roucha, n'y voit pas de cette oreille. Il trouve que le ministre fuit ses responsabilités et demande au gouvernement de prendre au sérieux cette question. Il est évident qu'il s'agit d'une fuite de ses responsabilités de la part du ministre représentant l'État dans le secteur de l'éducation, ayant la noble mission et la noble obligation d'allouer le budget nécessaire et suffisant au fonctionnement de ces internats. Deuxièmement, il n'y a pas de propriété foncière suffisante dans ces écoles pour une exploitation agricole en vue d'une autosuffisance alimentaire. Ça, c'est connu. Troisièmement, la mission première et primordiale de ces écoles, c'est que les élèves y sont pour des apprentissages, pour acquérir des connaissances. Ce sont en fait des sanctuaires d'acquisition des sciences, d'une éducation. Si l'agriculture y est pratiquée, il s'agit pour les élèves des classes bien ciblées, des séances de courte durée. Et quatrièmement, il est clair que l'État est en panne financière. Cela était prévisible dans la mesure où 52% du budget provenant de l'aide extérieure et plus de 6 ans. Sans cet apport, il ne pouvait en être autrement. Les sanctions à la base de cette rupture de coopération, la corruption et le détournement des deniers publics sont autant de facteurs derrière cette impasse.
Les directeurs d'école secondaires, quant à eux, ils ne sont pas dupes, qu'on ne leur demande pas l'impossible. Cinquièmement, et ici c'est pour conclure, au lieu de se complaire dans cet égo politique et cette souveraineté de façade tant chantée, les autorités gouvernementales devraient accepter la réalité en face, avoir les pieds sur terre, gouverner pour l'intérêt du peuple en acceptant les conseils des bailleurs traditionnels. Au début de l'année scolaire, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que les subsides destinés aux écoles à régime d'internat qui étaient à 800 francs burundais par l'élève vont être augmentés de 100 francs burundais. Malgré cette augmentation, les directeurs des écoles à régime d'internat affirment que ces subsides accordés à les établissements restent toujours insuffisants. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Jean-Marie Ndabashinze était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Jean-Marie Ndabashinze. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. C'est ici que nous mettons un point final à cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagiti. Bon week-end à tous.